Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Le cobalt, c'est ce minerai essentiel à la fabrication des batteries électriques. On en a tous quelques grammes dans nos téléphones portables ou, pour ceux qui roulent en voiture électrique, quelques kilos sous le capot. La République démocratique du Congo, la RDC, est le premier producteur mondial de ce minerai. Il est extrait de ces mines situées principalement dans le sud-est du pays. Oui, mais voilà, la RDC a suspendu depuis début mars ses exportations de cobalt pour 4 mois. Pourquoi cette décision ? Et avec quelles conséquences ? Et plus généralement, quel est le poids économique, mais aussi social et environnemental du cobalt en RDC ? On va évoquer ces questions aujourd'hui avec deux invités. Louise Margolin, journaliste et rédactrice en chef adjointe chez Africa Business Plus, un média du groupe Jeune Afrique. Bonjour madame. Bonjour. Vous supervisez en particulier la couverture du secteur minier au sein de Jeune Afrique. Et avec nous également Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Bonjour monsieur. Bonjour. Vos travaux portent sur les conflits, les questions de gouvernance et de sécurité en Afrique. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment Les coulisses de l'aide internationale en République démocratique du Congo. Alors, avant d'entrer dans le détail et dans les événements les plus récents de l'actualité, Louise Margolin, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner un aperçu de la place qu'occupe la RDC dans le marché mondial du cobalt ? La RDC, c'est de loin le premier producteur de cobalt du monde. L'année dernière, je crois que c'était au-dessus de 75% de la production mondiale. Et c'est aussi le premier pays en termes de réserves de cobalt dans le monde. Plus de la moitié des réserves mondiales que l'on trouve sont en RDC. Thierry Vircoulon, qui exploite ces mines, à qui elles appartiennent et qui a la main sur l'exploitation et donc sur les matières premières qui en sont extraites ? Alors en RDC, le cobalt est exploité à la fois par des compagnies chinoises, des compagnies kazakhs et une compagnie bien connue qui s'appelle Glencore, qui est une compagnie basée en Suisse, mais qui est une multinationale. Donc ce sont essentiellement ces trois acteurs, plus parce que c'est un secteur qui a une forte composante de production artisanale, et donc il faut aussi prendre en compte les mines artisanales qui existent dans le sud-est de la RDC et qui produisent une partie de la production du pays. Et cette production artisanale est la plupart du temps revendue à des grandes sociétés minières qui achètent cette production et depuis peu à une société congolaise nationale publique qui s'appelle ECG. EGC, l'entreprise générale du cobalt. Oui. Voilà, merci beaucoup. On reviendra un peu plus tard sur l'exploitation artisanale et ses enjeux. Mais de ce qu'on comprend là, de ce que vous nous dites, c'est que la matière première de la RDC profite en fait à des acteurs étrangers, Louise Margolin. En effet, l'essentiel du cobalt est exporté de manière quasi brute à l'extérieur du pays, essentiellement vers la Chine. Et c'est en Chine que le produit est raffiné pour en faire un produit qui peut ensuite rentrer dans les batteries des voitures, les batteries des téléphones portables et l'armement et toutes les autres choses pour lesquelles le cobalt peut être utilisé. Et c'est une manne financière importante pour le pays ? Alors pour la RDC, c'est une manne financière. Elle est très loin quand même derrière le cuivre, qui dans la région dont on parle, le sud-est de la RDC, est quand même la premier minerai qui est produit et qui représente la grande partie des recettes minières du pays. Le cobalt arrive vraiment très très loin derrière, mais on a vu au fil du temps, au fil du développement de la production de cobalt, comme vous le disiez, maintenant le pays est le premier producteur mondial. Il est passé quand même avec une augmentation de la production très rapide qui est passée de 10 000 tonnes en 2000 à 170 000 tonnes en 2023. Donc c'est une recette qui grandit, mais qui n'est pas la principale recette minière du gouvernement congolais. Et alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision du président de suspendre début mars les exportations de cobalt ? Comment ça s'explique ? Ça s'explique parce que le cobalt a perdu énormément de sa valeur dans les 3 dernières années et encore plus depuis 6 ans.
En gros, en 2022, le prix du cobalt était au-dessus de 80 000 $ la tonne. En 2018, c'était même au-dessus de 90 000 $ la tonne à certains moments. Mais fin février, le cobalt était retombé à 21 000 $ la tonne. Et c'est vrai que, alors que la RDC est le premier producteur mondial, alors que la RDC considère que le cobalt est un de ses minerais stratégiques et donc sur laquelle elle compte beaucoup pour ses revenus, les revenus baissaient pour la RDC. Donc, c'est notamment pour faire remonter le prix du cobalt que la RDC a suspendu les exportations parce que la raison majeure pour laquelle le prix du cobalt a baissé, c'est que l'offre en cobalt était supérieure à la demande parce que notamment l'un des groupes chinois qui produit le cobalt a énormément augmenté sa production. Et donc, l'offre étant supérieure à la demande, ça a fait baisser fortement le prix du cobalt. On aurait pu croire à une tendance inverse, pourtant une demande de plus en plus forte en raison de tous les appareils électroniques qui nous entourent et puis de l'essor aussi des voitures électriques. Mais en fait, on n'est pas encore au point d'équilibre, c'est ça ? En fait, si, la demande est vouée à augmenter et elle continue à augmenter. Et même dans ses derniers résultats annuels, le groupe chinois qui produit le plus de cobalt de RDC, CIMOC, a dit que selon eux, l'équilibre entre l'offre et la demande allait se retrouver à un moment. Mais c'est vrai que eux, ayant tellement augmenté leur production par rapport à d'autres tendances sur les batteries, les voitures électriques, il y a un peu moins d'achats, etc. Ça fait un surplus d'offres. Oui, cette surproduction par les entreprises chinoises est aussi une stratégie pour faire en sorte d'abaisser les prix sur le marché international afin de bloquer l'entrée de compétiteurs. Puisque, en effet, ça s'interprète dans la bataille pour le contrôle du marché des batteries électriques. Et un des éléments sur lesquels jouent les Chinois, c'est justement la baisse des cours. Et ils ont joué les cours à la baisse en surproduisant afin d'éviter que leurs concurrents américains ou d'autres ne rentrent sur le marché parce que, comme on l'a dit, il y a eu un emballement à certaines années du marché du cobalt à cause de la question des batteries électriques. Et donc, ça a attiré beaucoup d'attention, beaucoup d'investisseurs ont voulu se positionner. Et les Chinois défendent leur position en ayant cette politique de surproduction qui, évidemment, maintenant a déclenché une réaction du côté du gouvernement congolais. Donc ce sont aussi des enjeux géostratégiques, on pourrait dire, et avec la RDC qui essaie de reprendre un petit peu la main là-dessus ? Non, parce que la RDC ne va reprendre la main sur rien du tout, parce que c'est un marché international. C'est pas tellement une question géopolitique, une question géoéconomique, avec un marché où la production de cobalt est juste la première phase, mais après une chaîne de valeur qui est mondialisée, etc., et qui passe en grande partie en Chine, comme il a été dit, et d'où la stratégie chinoise de maintenir le contrôle sur cette chaîne du cobalt. Mais la question du prix du cours mondial n'est qu'un des éléments sur lesquels les industriels chinois jouent. Ils peuvent jouer aussi sur beaucoup d'autres éléments parce que, comme vous le disiez, ils sont les principaux raffineurs. Donc, ils sont assez incontournables quand même. Mais en tout cas, le gouvernement congolais, en bloquant les exports, fait remonter les cours. C'est naturellement le jeu du marché. Ce qui profite en fait actuellement à ceux qui peuvent vendre, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas au Congo, par exemple, celles qui sont en Indonésie, parce que l'Indonésie est le deuxième grand producteur de cobalt. Et donc, ça joue là en faveur des Indonésiens. Mais c'est vrai que les prix remontent. Et on va voir jusqu'où ils remontent. Et le président congolais joue sur l'ambiguïté en disant qu'il va prolonger l'interdiction d'export, mais sans préciser la durée, etc. Et donc, on sent que, évidemment, du côté des entreprises chinoises, et notamment de CMOC, il y a maintenant une certaine nervosité et probablement des discussions qui vont s'embrayer avec le gouvernement congolais. On évoquait au début de ce podcast, vous évoquiez, Thierry Vircoulon, la partie artisanale de l'exploitation de cobalt. Est-ce que du coup, elle est également concernée par ce gel des exportations ? Quelles conséquences est-ce que ça a sur cette partie-là de l'exploitation ? En effet, ils sont concernés. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a aussi une bataille dans le sud-est de la RDC pour le contrôle de cette filière artisanale, de cette production artisanale, puisque traditionnellement, ce qui se passait, c'est que les coopératives minières congolaises, qui sont tous sauf des coopératives, enfin on les appelle des coopératives, donc ok, vendaient leur production artisanale aux grandes sociétés occidentales et chinoises, surtout, qui exploitent aussi des mines de cobalt. Mais depuis l'année dernière, depuis la création de EGC par les autorités, qui est une société publique, les autorités congolaises veulent aussi
contrôler la production artisanale, prendre une part de cette production artisanale. Et donc, maintenant, cette production artisanale a 2 débouchés. Soit l'entreprise publique, soit ses partenaires traditionnels qui sont les entreprises étrangères privées. Et donc, on va voir comment les choses se répartissent. Mais il est clair que du côté des autorités congolaises, elles voudraient bien avoir la mainmise et le monopole d'achat de la production artisanale. Donc ce ne sont pas des coopératives, en fait. On sentait votre ironie, Thierry Vircoulon, parce que cette exploitation-là est problématique, notamment sur le plan des droits humains, Louise Margolin. Le cobalt artisanal est moins encadré que le cobalt produit de manière industrielle. Et d'une certaine manière, chacun peut aller avec ces quelques petits équipements, des pelles et tout ça, aller exploiter le cobalt, creuser pour en trouver sur certains gisements. Et c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de soucis de sécurité et de pollution environnementale liés à cette extraction du cobalt artisanal. Donc le cobalt artisanal est beaucoup moins encadré. Les artisans miniers vont creuser avec leurs équipements et dans des tunnels assez peu protégés. Il y a souvent des éboulements. On peut voir sur Internet des images assez impressionnantes de mines entières presque s'effondrer et de gens donc, qui sont blessés, voire qui décèdent. Et il y a aussi plein de problèmes de santé parce que souvent pour nettoyer le cobalt, des produits toxiques sont utilisés. Et par ailleurs, ces produits toxiques et certaines autres manières de creuser font qu'il y a des problèmes de pollution dans le pays liés à l'artisanat minier. Problème de travail des enfants aussi. L'UNICEF pointait que quelques 40 000 mineurs de cobalt sont des enfants en République démocratique du Congo. On peut peut-être même imaginer que c'est un chiffre sous-estimé. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose sur ce point-là ? Pas grand-chose, mais il y a une initiative qui a été parrainée par l'UNICEF et un certain nombre d'ONG pour justement mettre fin au travail des enfants dans la production de cobalt. Il y a eu une plainte qui a été déposée aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, en 2020 par International Rights Advocate contre les grands du net, si je puis dire. Donc il y a des efforts qui sont faits, qui sont financés à la fois par les Nations Unies et par des industriels pour assainir en quelque sorte la filière cobalt et faire en sorte qu'il n'y ait plus de travail d'enfants. Alors c'est évidemment assez compliqué, mais petit à petit, ça peut en effet fonctionner. L'autre problématique, évidemment, c'est, comme vous le disiez, la pollution des eaux, de l'air et des sols, qui est là un problème plus compliqué parce que c'est durable, la pollution. Pour dépolluer, après, ça devient très, très compliqué et très cher. Donc voilà, c'est les 2 externalités négatives, on va dire, de ce secteur. Est-ce que les entreprises exploitantes prennent en compte ce facteur environnemental et mettent en place des procédés pour dépolluer, compenser ou essayer de moins polluer au moment de l'extraction et du traitement ? Elles sont censées le faire, elles sont censées respecter un certain nombre de normes. Et oui, aussi, quand elles déplacent des populations pour relocaliser et compenser les gens pour les déplacements, elles sont censées faire attention à ne pas faire trop de rejets dans la nature. Après, on voit que parfois, en pratique, c'est plus compliqué que ça. Des chercheurs dans la zone, dans le Lualaba et le Haut-Katanga voient que malgré tout, il y a encore de la pollution dans les cours d'eau, dans les terres, dans l'air, à cause de l'exploitation du cobalt et du cuivre. Et par ailleurs, oui, le gouvernement lui-même remarque de temps en temps des vraies problématiques. Il y a une mine qui s'appelle la mine de Boss Mining, qui est détenue par l'opérateur kazakh dont parlait Thierry Vircoulon au début, dont la production est suspendue depuis maintenant presque 2 ans, je crois, à cause de problèmes environnementaux notamment. Je voudrais que vous nous expliquiez, s'il vous plaît, ce scandale géologique qui fait que la RDC figure parmi les 15 pays les moins développés au monde, que près des 3/4 des Congolais vivent avec moins de 2,15 $ par jour selon la Banque mondiale, alors que, comme vous l'expliquez depuis le début de cet épisode, le sous-sol du pays est l'un des plus riches de la planète. Comment ça se fait ? C'est dû simplement au fait que depuis l'indépendance, la RDC est une kleptocratie minière. C'est-à-dire que sa rente minière, donc le développement de l'industrie dont on parle dans le sud-est de la RDC, l'industrie du cuivre d'abord, a eu lieu à l'époque coloniale, à l'époque de la colonisation belge. Et après, à l'indépendance, l'État nouvellement créé du Congo a pris le contrôle évidemment de ce secteur, a nationalisé ce secteur et c'est devenu une kleptocratie, c'est-à-dire que la Gécamine, qui était la grande entreprise de cette région et qui a fait la richesse de la RDC, mais surtout la richesse de Mobutu,
était simplement la vache à lait du régime, en quelque sorte. Et donc, ce système a perduré, ce système où, en fait, le gouvernement détourne une grande partie de la rente minière a perduré. Et donc, l'argent est transféré du sud-est du Katanga, où il est fait dans le secteur cuprifère et cobalt, maintenant, et à Kinshasa. Et c'est toujours ce circuit financier qui continue et qui est historique, puisque, comme je le disais, il remonte à l'époque de Mobutu. Et donc, la RDC est une kleptocratie minière depuis son indépendance et ceci n'a jamais été remis en cause. Et les différents présidents qui sont succédés ont simplement changé les comptes bancaires et repris à leur compte le système de leurs prédécesseurs. Y compris l'actuel. Y compris l'actuel, tout à fait. Louise Margolin ? C'est aussi ce qu'on appelle la malédiction des ressources souvent et le fait que vu que la RDC, depuis longtemps, donc, s'appuie sur les revenus du secteur minier pour une grosse partie de son économie, n'a pas vraiment développé des secteurs ailleurs. Donc, c'est vraiment une économie de rente et il y a peu d'autres secteurs et peu d'autres choses qui sont développées en RDC. Et c'est d'ailleurs un système qui, tel qu'il fonctionne là actuellement, convient très bien aux acteurs étrangers qui n'ont, eux, aucun intérêt à ce qu'il change. Thierry Vircoulon. Oui, tout à fait. Enfin, de toute façon, dans les affaires, l'essentiel, c'est d'avoir un partenaire fiable. C'est pas d'avoir un partenaire honnête. Et donc, ce qui est important, c'est ça. Il y a évidemment, comme on le disait, le fait que le sous-sol de la RDC soit très riche. Et donc, il y a eu des acteurs très importants du secteur minier qui sont investis en RDC, qui sont investis d'ailleurs à des époques très troublées, puisque c'est à l'époque de la guerre, à la charnière des 2 siècles, où il y a eu des grands investissements privés dans cette zone du pays. Et donc, on voit un peu, avec la crise actuelle du M23, se recommencer ce cycle où lorsque le régime est aux abois, il vend les joyaux de la couronne en quelque sorte, ou en tout cas il les met en location. Et donc on a vu Félix Tshisekedi là promettre à Washington un deal d'accès sur les minerais critiques. Et donc dans les minerais critiques, il y a évidemment le cobalt et le cuivre, comme l'avait fait Laurent Désiré Kabila à son époque à la fin du siècle dernier, parce qu'il était aussi aux abois. Et donc on voit bien que ce sont les gouvernements congolais eux-mêmes qui vendent à vil prix, si je puis dire, les actifs du pays pour après en retirer les bénéfices. Et donc, comme je le dis, le système perdure et se répète. Un mot sur la crise du M23 dont vous parliez, donc qui se déroule dans une autre région de cet immense pays qu'est la RDC, donc au Nord Kivu, et qui concerne donc un autre type d'extraction de matières premières et qui met en cause le Rwanda. Oui, c'est une zone dans les Kivu où on produit essentiellement de l'or et puis ce qu'on appelle les 3T, donc le coltan, la cassitérite et la wolframite. Et donc, ce sont d'autres minerais que dans le sud-est de la RDC. Et là, c'est une zone d'exploitation qui est essentiellement artisanale ou semi-industrielle, on dirait. Il n'y a pas de grandes compagnies internationales comme dans le sud-est du Congo qui exploitent de grands gisements. C'est essentiellement une exploitation artisanale avec quelques petites sociétés qui font de l'industriel, mais à une échelle assez modeste. Et donc, le M23 est surtout intéressé par le contrôle des mines artisanales. Pour revenir sur le cobalt, j'aurais une dernière question. Tout ce dont on a parlé là, les droits humains, la pollution environnementale, la kleptocratie, est-ce que c'est un sujet pour les grandes firmes de la tech ou pour l'industrie automobile qui utilisent ce cobalt dans leur production? Est-ce qu'elles s'en soucient? Est-ce qu'elles en parlent? Est-ce qu'il y a des actions faites autour de ça? Ou est-ce que c'est silence radio et on en profite juste? Les acheteurs, de cobalt qui l'utilisent pour leur production automobile ou d'électronique, elles aussi disent qu'elles font attention, qu'elles respectent beaucoup de normes et elles le font de plus en plus. Thierry Vircoulon, plus tôt, tout à l'heure, parlait de certaines grandes associations ou fédérations d'entreprises qui se sont créées pour essayer de faire en sorte que la pollution, que la violation de droits humains et tout ça baisse dans le cobalt en RDC. Après, voilà, c'est un chemin, c'est encore quelque chose qui doit se parfaire, vu la situation sur le terrain. Et à part ça, la RDC, elle aussi, essaye de faire... Est-ce qu'elle essaye de faire bouger les choses ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle essaye de faire réfléchir les compagnies internationales. Il y a eu un procès qui a été lancé contre Apple, du fait que Apple achète des 3T pour les téléphones, sans faire attention au fait que le M23 et d'autres groupes rebelles sont les producteurs, sont ceux qui contrôlent ces sites. Thierry Vircoulon, est-ce qu'une exploitation assainie, propre, respectueuse du cobalt est possible en République démocratique du Congo? C'est sans doute possible, mais dans très longtemps, parce qu'on part de très loin.
Bon, notamment sur la pollution, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais même sur la question du travail des enfants dans le secteur minier artisanal. Et la RDC n'est pas le seul pays qui est concerné par ce problème. C'est une problématique dans laquelle il est très difficile de lutter parce qu'il ne faut pas croire qu'il suffit d'arriver dans les mines et d'expliquer aux familles qu'il ne faut pas mettre leurs enfants et qu'elles vont les enlever. Parce que si les enfants sont dans les mines, c'est parce que justement, ils représentent un complément financier pour le revenu des ménages. Et donc, il faut trouver d'autres revenus de substitution aux enfants si on veut convaincre les familles de les enlever des mines. Et donc ça, c'est assez complexe. Donc ça nécessite un travail à la fois économique, mais aussi social important et qui prend du temps et qui se fait pas en un claquement de doigts. Et comme je le disais, là, il y a une longue tradition quand même d'artisanat minier dans cette partie du monde où c'est une habitude que les familles et notamment les enfants travaillent. Et donc, c'est aussi aller contre des habitudes culturelles qui sont bien ancrées. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple à faire, mais il y a des initiatives et il faut espérer qu'elles soient soutenues. La société civile congolaise est aussi engagée dans cette lutte et il y a des partenariats entre des ONG occidentales et les organisations de la société civile congolaise sur justement l'assainissement et en particulier sur la lutte contre le travail des enfants dans les mines. Merci beaucoup Thierry Vircoulon, merci Louise Margolin pour vos explications. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du Monde devant soi. L'interview du Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor.